quartier dans les comportements de recherche d'emploi. Alors, j'ai changé. Pardon, voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ça? Eh bien, on part d'abord, on est parti du constat donc de toute cette littérature qui existe sur le rôle des effets de quartier dans les résultats des individus sur le marché du travail, dans les situations sur le marché du travail. Alors, on sait qu'il y a eu pas mal de papiers sur le rôle des contacts informels avec des voisins en emploi, qui permettent d'avoir de l'accès à de l'information sur les offres d'emploi et aussi qui peuvent servir de référence pour un recrutement avec un employeur. On sait aussi que ces effets de quartier ou les effets de pair en général, de façon plus générale, affectent l'attitude des individus vis-à-vis du marché du travail ou aussi l'acquisition de capital humain. On a un second pan de la littérature qui s'intéresse au rôle des comportements de recherche d'emploi dans les résultats sur le marché du travail. Alors, on a d'abord les modèles bien connus théoriques, les modèles de search and matching qui se focalisent sur, enfin, dont un des ingrédients, on va dire, est cette période de recherche d'emploi. Et ça a été appliqué dans un contexte spatial, entre autres dans des modèles d'Yves-Zenou, pour expliquer les disparités spatiales dans les résultats sur le marché du travail, dans le chômage par exemple, ou les salaires. Du côté de la littérature empirique, on a donc des travaux qui s'intéressent aux canaux de recherche d'emploi. Donc là, une recherche d'emploi par des méthodes formelles, informelles, par des contacts personnels, et les effets de l'utilisation de ces différents canaux sur l'efficacité de la recherche d'emploi, la qualité de l'appariement en termes de salaire, de durée d'emploi par exemple. Et un petit point spécial sur la recherche d'emploi via les réseaux. Cette méthode de recherche d'emploi a des caractéristiques particulières et semble être particulièrement affectée par les effets de pair et les effets de quartier. Donc, il y a un certain nombre de papiers qui se sont intéressés spécifiquement à la recherche d'emploi via les réseaux. Au regard de ça, on constate en fait qu'il y a peu d'études sur les effets de quartier dans les comportements de recherche d'emploi. Il y a 2 papiers de Pataccini et Zenou qui s'intéressent au comportement de recherche d'emploi et aux variations spatiales des comportements de recherche d'emploi et à l'explication que ça peut apporter dans les inégalités spatiales de chômage. Mais malgré tout, à part ça, on n'a pas trouvé d'études spécifiques là-dessus dans la littérature. Enfin, on a quand même de la littérature sur les comportements de recherche d'emploi, mais dans des contextes non spatiaux. Et on tire de ça, en fait, on pourrait tirer pas mal de choses, mais en termes de mesure des comportements de recherche d'emploi, il a été étudié l'intensité de recherche ou l'effort de recherche d'emploi. Donc ça, c'est mesuré par le nombre d'actions entreprises pour chercher un emploi, si possible, si les données existent, par le temps passé à la recherche. Et puis, il y a une deuxième composante importante qui a été étudiée, qui sont les canaux de recherche d'emploi. Donc, quel type d'action les individus mettent en œuvre spécifiquement pour chercher un emploi. D'où on tire donc cette question de recherche, existe-t-il, y a-t-il des effets de voisinage dans les comportements de recherche d'emploi? Et cette question nous semble d'autant plus importante que, évidemment, on sait bien que le chômage est très concentré spatialement. Donc, à titre d'illustration, ici, on vous montre une carte de la région du Grand Paris avec les taux de chômage mesurés au niveau des iris. Et on a des iris, donc notre donnée de 2018, où le taux de chômage est inférieur à 7%, alors que dans d'autres, on est à 13 jusqu'à 23% de taux de chômage. Donc, dans ces quartiers-là, les individus chômeurs, par exemple, sont environnés d'une fraction de chômeurs dans la population relativement importante. Et là, on se demande donc si ça peut avoir des effets, si les chômeurs entre eux s'influencent dans leur comportement de recherche d'emploi. Alors, on apporte 3 contributions dans ce papier à la littérature. D'abord, quelque chose justement sur les comportements de recherche d'emploi. Il n'y a quand même pas
énormément de choses dans la littérature. Sur données françaises, je n'ai pas connaissance de travaux qui aient regardé spécifiquement ces questions-là. Et il se trouve qu'on a des données qui permettent justement de s'intéresser aux canaux de recherche d'emploi et à l'intensité de la recherche selon les différents canaux. Ensuite, donc c'est le cœur de notre analyse, on apporte des résultats sur les effets de quartier donc la littérature sur les effets de quartier sur la situation des individus sur le marché du travail. Donc là, on teste ce qui se passe du côté des comportements de recherche d'emploi. Et alors que ce qui existe dans la littérature concerne peut-être la qualité de l'appariement ou les procédés de recommandation qu'un individu peut procurer à son voisin pour donc, trouver un emploi, là, on est sur l'étape encore avant, non pas du recrutement, mais de la recherche d'emploi. Donc c'est quelque chose qui nous paraît intéressant, vu aussi tout ce que j'ai dit précédemment. Et enfin, on est, je pense, une des premières applications d'une méthode qui a été proposée par Lee en 2007 pour identifier les effets d'interaction sociale. Donc c'est quelque chose dont évidemment, sur lequel je vais donner des précisions tout à l'heure. Un bref aperçu des résultats, hein, très vite. On trouve des effets endogènes, c'est-à-dire qu'on montre que le comportement moyen des voisins, pardon, impacte significativement les comportements de recherche d'emploi des individus selon différents canaux. Et donc, c'est particulièrement vrai pour la recherche d'emploi via les réseaux. Et par ailleurs, on constate qu'il existe des effets de groupe. Je vais expliquer ce qu'on entend par là. Enfin, il y a effet de groupe, effet contextuel. C'est-à-dire qu'on constate que la part des individus en emploi dans la population et le type d'emploi occupé par les voisins, effectivement, affectent les comportements de recherche d'emploi des individus. Voilà, donc ce que je vais vous présenter, évidemment, la base de données et quelques définitions hein, qu'on utilise dans l'analyse. À cette occasion-là, je vous présenterai quelques faits basiques hein, et descriptifs sur les comportements de recherche d'emploi. Ensuite, le modèle empirique et la stratégie d'identification qui est cruciale quand on parle de ce type d'effets, pour vous présenter ensuite les résultats et je crois que j'aurai le temps aussi de présenter les résultats des tests de robustesse. Alors, quelques mots d'abord sur les données qu'on utilise. Donc, on utilise les données de l'enquête emploi, qui est une enquête importante hein, dans les dispositifs de la statistique publique en France, qui est utilisée entre autres pour mesurer les taux de chômage. L'enquête emploi, c'est un panel tournant d'environ 67 000 logements. Donc ce sont ces résidences principales qui sont suivies dans le panel. Ce n'est pas un panel d'individus, c'est un panel de logements. Et chaque logement est enquêté à chaque trimestre pendant 6 trimestres consécutifs. Et dans l'enquête emploi, il y a un point intéressant pour nous, il y a 21 questions relatives au comportement de recherche d'emploi, qui s'explique aussi parce que justement c'est destiné à mesurer le chômage, l'enquête est, enfin entre autres choses hein, évidemment, hein, mais elle est utilisée pour les mesures du chômage et on a besoin de savoir si effectivement les individus cherchent un emploi. Donc ce sont des questions importantes et dont on pense qu'elles sont fiables. Et donc, on demande aux individus enquêtés quelles actions ils ont entreprises pour trouver un emploi. Alors, dans les faits, dans les données, finalement, on ne voit pratiquement pas de recherche d'emploi de la part des individus qui sont déjà en emploi. Il y a peu de recherche d'emploi, donc en cours d'emploi. Et c'est la raison pour laquelle on se concentre sur le comportement des individus chômeurs. Par ailleurs, on parle d'effet de quartier, donc d'interaction avec les voisins, donc il faut quand même certaines densités de population, ce qui explique qu'on se centre sur les grandes aires urbaines, donc celles où il y a au moins 10 000 emplois dans le centre. Un point très important dans l'enquête emploi, c'est la façon dont l'échantillonnage de l'enquête emploi. Alors concrètement, ce que fait l'INSEE, c'est que à l'INSEE, on tire pour l'enquête emploi des secteurs géographiques, qui sont des secteurs d'environ 120 logements. Et ensuite, ces secteurs sont subdivisés en grappes d'environ 20 logements, et
une grappe entre dans l'échantillon à une date donnée, elle est enquêtée pendant 6 trimestres, donc c'est le calendrier que j'ai représenté ici un tout petit. La première grappe entre, elle est enquêtée pendant 6 trimestres, puis elle est remplacée par une autre grappe du même secteur, à nouveau pendant 6 trimestres, etc., jusqu'à ce que toutes les grappes aient été enquêtées, le secteur est abandonné et un autre entre dans l'échantillon. Alors, ce qui nous intéresse là, et ce que je vais expliquer encore plus tard, c'est le fait qu'on se retrouve donc avec 2 niveaux emboîtés de quartier. Le niveau de la grappe, qui est le plus petit niveau, et ces grappes sont incluses dans un niveau supérieur, le niveau des secteurs. Ça va ça nous permet, c'est important dans notre stratégie d'identification. Alors ensuite, notre échantillon, donc comme je l'ai dit, on utilise uniquement des chômeurs, et on prend les enquêtes emploi du premier trimestre 2014 au dernier trimestre 2019. En se centrant sur les grandes aires urbaines, on se retrouve avec un échantillon de 28 249 chômeurs qui peuvent être observés plusieurs fois, ils sont inclus dans notre échantillon plusieurs fois s'ils sont observés plusieurs fois au chômage dans l'enquête. Donc on a 60 000 observations d'épisodes de chômage pour ces individus. Et ces individus sont localisés dans 7874 grappes, qui sont elles-mêmes regroupées en environ 2600 secteurs. Donc ça veut dire aussi qu'on représente dans l'espace quelque chose d'assez divers sur le territoire national. Ce qu'on va appeler le quartier, donc là où on cherche l'effet des interactions avec les voisins, ça va être une grappe G observée lors d'un trimestre T. Et les pairs d'un individu I, ce sont d'abord ses voisins chômeurs, et aussi ses voisins qui ne sont pas chômeurs, donc qui peuvent être inactifs ou en emploi. Alors maintenant, pour ce qui concerne les mesures du comportement de recherche d'emploi. Donc je reviens aux 21 questions que j'évoquais tout à l'heure. On les regroupe en 4 catégories pour définir 4 variables qui correspondent à différents canaux de recherche d'emploi. Alors, on a 3 questions d'abord qu'on regroupe dans une catégorie qui correspond à une recherche via des organisations. Alors, ce sont les contacts ou les visites à Pôle emploi, les contacts avec des agences d'intérim ou la réalisation de missions d'intérim. Ensuite, on a une catégorie qu'on appelle recherche active et directe. Il y a 7 questions dans cette catégorie-là, qu'on regroupe dans cette catégorie. Et les questions portent sur la participation de l'individu à un entretien d'embauche, à un concours pour entrer dans la fonction publique, répondre à une petite annonce, etc. Donc c'est des candidatures, on va dire, de la personne. La 3e catégorie, c'est celle qu'on appelle recherche via les réseaux, et on regroupe 4 questions dans cette catégorie qui sont relatives à l'utilisation de contacts personnels ou professionnels pour trouver un emploi, les réseaux sociaux, et donc éventuellement avoir fait savoir sur un réseau social qu'on est à la recherche d'un emploi va entrer dans cette catégorie. Il nous reste 7 questions qui ne sont pas très intéressantes. Dans la très grande majorité des cas, les individus répondent non, mais on les regroupe malgré tout avec les précédentes pour définir l'intensité de recherche d'emploi totale, qui est donc la somme des 21 questions. Et donc ça sont les canaux, donc séparer 3 canaux différents et le global. Et on définit là-dessus l'intensité de recherche comme étant le nombre de fois où un individu a répondu oui à une question concernant les actions qu'il entreprend pour chercher un emploi. Alors, je pense que c'est suffisamment clair. Si vous avez des questions, j'ai un petit tableau pour montrer un exemple, mais je pense que ça suffit comme ça. Donc, évidemment, attention, la mesure de l'intensité, c'est une proxy, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, donc si un individu dit oui, j'ai répondu à une petite annonce, on ne sait pas s'il a répondu à 15 annonces ou à une seule, ni le temps qu'il a passé, le soin qu'il a apporté à chacune de ses candidatures. Voilà. Mais ceci étant dit, je vais vous montrer quelques faits descriptifs sur ces données pour illustrer le fait que ça donne des choses qui ne sont pas trop farfelues, qui sont cohérentes avec ce qu'on attend, et donc on pense que ce sont une façon intéressante de mesurer l'intensité de recherche d'emploi via différents canaux. Alors, je vais passer là-dessus. À nouveau, si vous avez des questions, vous reviendrez. Donc, selon la catégorie qu'on considère,
Le nombre maximum de réponses oui possibles dépend évidemment du nombre de questions qu'on a regroupées, mais bon, voilà, on a des éléments sur la distribution de ces mesures de recherche d'emploi. Alors, donc pour vous convaincre qu'on a quelque chose qui est intéressant et pour aussi montrer la façon dont les caractéristiques individuelles affectent ces comportements de recherche d'emploi, je vous présente ici les coefficients estimés pour les variables de contrôle dans notre modèle principal. Donc c'est le modèle qu'on estime, et pour l'instant je me concentre uniquement sur les variables de contrôle, parce qu'en fait, on ne sait pas grand-chose dans la littérature, je pense, sur les modalités de la recherche d'emploi. Donc, on a les 3 canaux différents, donc la recherche via les réseaux, les recherches actives et directes et la recherche via les organisations. Et ce que l'on constate ici, c'est que par rapport à la référence qui sont les professions intermédiaires, les catégories employés et ouvriers recherchent moins par les réseaux et plus par les organisations. Et inversement, en fait, les catégories cadres recherchent davantage via les réseaux, moins par les organisations par rapport aux professions intermédiaires, et plus aussi via des modes de recherche actifs, enfin plutôt des candidatures. En termes d'âge, d'effet de l'âge, la recherche par les réseaux est plutôt le fait de la catégorie intermédiaire, là qu'on a pris en référence les 40-49 ans. Les jeunes ne cherchent pas plus que cette référence via les réseaux. Les gens plus âgés, par contre, moins. La recherche active, donc les candidatures, répondre à des annonces, c'est plutôt le fait des individus plus jeunes par rapport à la catégorie de référence. Et la recherche par les organisations également. Ensuite, on a regardé donc, si les hommes et les femmes cherchaient différemment. Donc, on constate effectivement que les femmes ont plus d'actions en termes de recherche d'emploi, en termes d'actions directes et actives, moins via les réseaux et surtout moins via les organisations. On regarde aussi ce qui se passe quand on compare les individus qui ont au moins un enfant aux autres. Et les individus de nationalité étrangère par rapport aux individus de nationalité française. Et on voit des effets là aussi, donc ces individus de nationalité étrangère cherchent plus via les organisations, moins en termes de recherche active. Autre chose que je vous présente ici, donc on s'intéresse aux effets de quartier. Donc là, ce que je vais vous montrer, ce n'est pas du tout l'analyse causale des effets de la composition du quartier sur les modalités de recherche, mais c'est juste pour montrer qu'au niveau agrégé aussi, on trouve des choses en termes de localisation qui sont un peu intuitives. Je vais commencer par la ligne du bas, qui est, donc on représente sur ces graphiques-là, la relation entre la composition sociale du quartier, donc que j'ai reporté tout en haut, donc avec en première colonne le taux de population employée dans le quartier, le pourcentage de PCS cadre et le taux de chômage. Donc, en fonction du niveau de ces différentes variables de composition sociale, voit-on un comportement différent des individus. Donc, sur la recherche totale des individus, l'intensité de recherche totale est corrélée positivement et significativement avec le taux d'individus en emploi dans le quartier, avec la part des PCS cadres dans le quartier, et la relation avec le taux de chômage dans le quartier n'est pas en fait significative, donc on peut oublier ça. Mais voilà, hein, dans un quartier où il y a plus de gens en emploi, où il y a plus de PCS cadres, les individus cherchent davantage. Si on passe tout en haut maintenant, la recherche via les réseaux, de la même façon, augmente avec le taux de personnes en emploi et la part des PCS cadres dans le quartier. Les modalités de recherche, donc je laisse, hein, avec le taux de chômage, c'est pratiquement pas significatif. La relation n'est pas significative. Les modalités de recherche actives sont aussi croissantes, moins que les réseaux, mais avec la composition sociale du voisinage, donc en termes de part d'individus en emploi et de part de cadres. Et inversement, la recherche via les organisations est quelque chose qui diminue plutôt dans les quartiers plus favorisés. Donc voilà, hein, on a ces mesures de recherche d'emploi qui donnent des choses intéressantes déjà en tant que telles, quand on regarde les effets des caractéristiques individuelles et la corrélation avec les caractéristiques du quartier. J'en passe maintenant à notre modèle empirique.
Alors, ce qu'on fait, c'est que on va estimer un modèle à la Mansky pour estimer les effets de quartier. Donc, j'explique des choses que sans doute vous savez déjà. Dans un modèle à la Mansky, on a deux types d'effets d'interaction avec les voisins qu'on transpose ici à la recherche d'emploi. Donc, on va tester, on fait l'hypothèse que le comportement de recherche d'emploi d'un individu I chômeur est affecté par le comportement de recherche d'emploi de ses voisins chômeurs aussi, hein. Donc c'est ce que Mansky appelle les effets endogènes. Et on fait aussi l'hypothèse que les caractéristiques des voisins affectent le comportement de recherche d'emploi de l'individu. Alors d'abord, les caractéristiques de ces voisins chômeurs, donc qu'on utilise aussi pour les effets endogènes, donc c'est ce qu'on va appeler les effets contextuels. Et puis, on considère aussi un groupe de voisins plus large qui ne sont pas chômeurs, qui peuvent être actifs ou en emploi ou inactifs. Et c'est ce qu'on va appeler les effets de groupe. Alors, dans les modèles à la Mansky, on a deux problèmes d'identification. Le premier, en particulier quand on parle d'effets de quartier, c'est l'endogénéité de la localisation qui donne lieu à des effets corrélés. C'est-à-dire que voilà, il y a un tri des individus dans l'espace. Les individus qui ont des caractéristiques observables et inobservables similaires sont susceptibles de se localiser dans les mêmes quartiers. Ils vont avoir des comportements sur le marché du travail ou en termes de recherche d'emploi qui sont corrélés, mais ça va être simplement issu du tri spatial. Donc, il faut traiter cette question-là de façon particulière. Le deuxième point important en termes d'identification d'un modèle à la Mansky, c'est la question de la réflexion, qui apparaît dans les modèles linéaires dans la moyenne, et je vais y revenir un tout petit peu après. La question qui se pose, c'est peut-on ou pas estimer séparément, identifier séparément les effets endogènes et les effets contextuels? Donc ça, c'est le deuxième point important quand on parle d'identification ici et qu'on a traité dans notre analyse. Alors, j'en dis un tout petit peu plus sur les mécanismes qui sont derrière ce qu'on veut tester en termes de modèles d'effets endogènes et d'effets de groupe ou contextuels. Donc, je reviens aux effets endogènes. On va donc voir si l'intensité de recherche d'emploi moyenne des voisins chômeurs affecte un individu chômeur. Et ce qu'on a en tête derrière, hein, c'est l'existence d'effets d'imitation, l'aide éventuellement que des individus chômeurs peuvent s'apporter l'un à l'autre, la diffusion d'informations sur les façons de chercher un emploi. Ensuite, pour ce qui est des effets de groupe, donc l'influence des caractéristiques des voisins non chômeurs, on va tenir compte, on va les mesurer en fait, on va tester leur existence via le taux de voisins qui sont en emploi et parmi ces voisins en emploi, la part de PCS cadre et la part de PCS employés ouvriers. Du côté, j'expliquerai un tout petit peu plus, du côté des effets contextuels, donc là où on regarde spécifiquement les voisins chômeurs, on va simplement prendre le taux d'employés et d'ouvriers dans les PCS des voisins chômeurs quand ils étaient en emploi. Alors en termes de mécanismes, ici on pense plutôt à ce qu'on appelle en anglais les role models, les anticipations aussi sur la probabilité de trouver un emploi. Hein, si une grande partie de mes voisins sont chômeurs, j'ai peut-être peu d'espoir et je vais chercher un peu moins intensément. On pense aussi à la pression sociale pour quitter le chômage. Hein, si au contraire les voisins sont en emploi, on a peut-être plus de pression pour trouver à nouveau un emploi. Et puis les mécanismes de recommandation auprès d'un employeur qui là aussi évidemment suppose que les voisins soient en emploi. Alors, je précise ici pourquoi je disais sur les effets contextuels, on prend uniquement les PCS employés ouvriers. Alors, ce qui nous intéresse quand même d'abord en termes de mécanisme, c'est ce qu'on a regroupé dans la catégorie d'effets de groupe. C'est-à-dire, voilà, est-ce que quand mes voisins sont employés, je cherche davantage un emploi, et s'ils sont cadres ou s'ils sont employés ouvriers, qu'est-ce que ça change pour cette recherche d'emploi? Mais comme on estime un modèle à la Mansky, pour rester dans le modèle canonique, on est obligé aussi de regarder cet effet des caractéristiques des voisins spécifiquement pour le groupe des chômeurs, justement pour des questions d'identification d'effets endogènes et d'effets contextuels. Les effets contextuels doivent d'abord
être mesurés pour les individus pour lesquels aussi on regarde les effets endogènes. Malgré tout, donc on est quand même sur des petits quartiers. On regarde uniquement, on prend uniquement les individus chômeurs. Donc finalement, on est sur des petits nombres. Et c'est pour cela qu'on prend uniquement une seule variable et celle qui est bien représentée parmi la population des chômeurs. Sinon, on est sur des choses qui sont un peu mal mesurées parce qu'on va être sur des tout petits nombres. Je précise juste là et j'en reparlerai peut-être rapidement au moment des résultats. Donc voilà sur les mécanismes. Et puis, pour être encore plus précis, voilà la façon dont on mesure, on définit les variables d'interaction sociale dans l'analyse. Donc les effets endogènes contextuels, les effets de groupe sont mesurés au niveau de la grappe, dans la dénomination de l'enquête emploi, qui est le plus petit niveau de quartier qu'on a dans les données. Et ces grappes sont observées donc, à différents trimestres T. Quand on calcule la moyenne du comportement des voisins chômeurs, on exclut l'individu I, c'est ce qu'on appelle exclusive averaging, je vais en dire 2 mots après. On exclut aussi les membres de son ménage pour éviter encore ici des effets corrélés. Et enfin, on utilise, donc je crois que je l'ai dit suffisamment, soit les voisins chômeurs, soit les voisins employés ou inactifs, quand on regarde séparément effets endogènes et contextuels et effets de groupe. Alors voici maintenant l'équation du modèle économétrique. On explique donc la variable dépendante qui est l'intensité de recherche d'emploi de ces individus chômeurs dans la grappe G qui est dans le secteur S au trimestre T. Et on a 4 estimations différentes, 4 variables dépendantes différentes. L'intensité de recherche d'emploi via les réseaux, via les organisations, via des méthodes actives et directes, et l'intensité de recherche d'emploi totale. En termes de variables d'intérêt, eh bien, on a les effets endogènes, qui sont donc les comportements de recherche d'emploi moyens des voisins chômeurs. Ensuite, les effets contextuels, donc mesurés sur ces mêmes voisins chômeurs, la part de PCS employés et ouvriers. Et enfin, les effets de groupe, donc j'ai explicité avant, au sein des voisins non chômeurs, la part de personnes en emploi, les PCS cadres ou les PCS employés ouvriers. On inclut des variables individuelles, donc qui sont celles pour lesquelles j'ai présenté les coefficients estimés tout à l'heure, pour contrôler l'hétérogénéité observée. On a des demi pour les trimestres, justement, pour contrôler les effets conjoncturels dans les comportements de recherche d'emploi. Et juste pour la petite histoire, on a une recherche d'emploi qui baisse au 3e trimestre. C'est très significatif. Ça s'explique assez facilement. Il y a les congés d'été au milieu, il y a le mois d'août. Les individus cherchent moins intensément. Donc, à nouveau, on se dit, tiens, notre variable, nos mesures correspondent à des choses qui semblent assez raisonnables. Et enfin, on inclut des effets fixes secteurs. Je vais expliquer pourquoi dans ce qui suit. Alors justement, donc je reviens à la question de l'endogénéité et de la localisation. Donc, il y a très des individus sur le marché du logement. En plus, ils ont des anticipations. Ils peuvent se localiser en anticipant le comportement de leurs voisins sur le marché du travail. Donc, le choix de quartier n'est absolument pas aléatoire. Par ailleurs, les individus qui sont dans un même quartier, donc ici une même grappe, peuvent être affectés par des chocs communs. On pense par exemple à l'agence de Pôle emploi du quartier qui a fermé. Ça peut modifier les comportements de recherche d'emploi de tous les individus dans une grappe. Alors pour contrôler ça, on utilise une méthode qu'on appelle la Bayer-Rostopa, donc les Bayer-Rostopa qui ont proposé ça dans un papier en 2008, qui consiste à avoir une analyse au niveau d'un quartier et à contrôler avec un effet fixe sur un niveau de quartier supérieur. Donc ici, notre niveau le plus bas, c'est la grappe. Le niveau supérieur, c'est le secteur pour lequel on inclut des effets fixes. Donc je remets mon petit schéma de tout à l'heure. Donc on a un effet fixe secteur, on a 6 grappes sur lesquelles on va mesurer le comportement des voisins des individus. Et avoir les effets fixes secteurs, ça revient à dire que les effets endogènes, contextuels et les effets de groupe sont identifiés par les variations au niveau des grappes à l'intérieur d'un secteur. Donc, l'hypothèse identifiante derrière cette méthode-là
et que, à l'intérieur de chaque secteur, la localisation d'un individu dans une grappe spécifique est quelque chose qui est aléatoire, qu'on peut raisonnablement considérer comme aléatoire. L'argument derrière, en termes de mécanisme, c'est que les individus choisissent évidemment le quartier où ils souhaitent résider. En même temps, le pâté de maison spécifique dans lequel ils vont trouver un logement dépend du moment où justement ils recherchent un logement. Donc, dans ce type d'analyse, on fait l'hypothèse que ce choix est aléatoire. On a choisi un quartier, on n'a pas pu choisir très spécifiquement le petit pâté de maison dans lequel on se localise. Alors, pour montrer que c'est quelque chose qui est quand même assez raisonnable sur l'enquête emploi, et pour montrer aussi ce que c'est que les grappes dans les enquêtes emploi, on a ici deux petits plans qui nous ont été transmis par l'INSEE. Donc, d'une grappe de l'enquête emploi à Paris, donc en plus foncé ici, ce sont des immeubles. Hein. Donc, une grappe dans un quartier dense comme à Paris, ce sont des logements situés dans un même immeuble, possiblement au même étage. Et on peut faire l'hypothèse qu'il y a vraiment des interactions entre les voisins à ce niveau-là. De la même façon, donc dans une commune de moins de 3000 habitants, la grappe, c'est en fait un pâté de maisons un peu étendu, hein, mais sont des maisons. Et de la même façon, on peut imaginer qu'il y a des interactions sociales entre ces individus. Et en même temps, donc le secteur, c'est quelque chose qui va agréger plusieurs grappes, donc par exemple à Vernoux-sur-Brenne. On peut imaginer que les ménages ont choisi de se localiser voilà, dans un groupe de 6 pâtés de maison, mais est-ce qu'ils tombent dans ce pâté de maison-là ou dans celui qui est de l'autre côté de la rue? On considère que c'est quelque chose qui est aléatoire. Donc c'est ça notre hypothèse identifiante. Alors maintenant, l'autre point sur l'identification, on doit traiter la question de la réflexion. Alors, je regarde l'heure en même temps, il faut que j'accélère peut-être un petit peu, mais brièvement, donc Mansky, 1993, dans son modèle modèle d'interaction sociale, montre que dans un modèle linéaire dans la moyenne, si on suppose que les individus interagissent donc en groupe, et qu'on inclut l'individu I quand on calcule le comportement moyen dans le groupe, alors tous les individus dans le même groupe partagent la même moyenne, ce qui induit une collinéarité parfaite entre les effets endogènes et les effets contextuels, ce qui fait qu'on ne peut pas les identifier séparément. Il y a un papier de Moffitt qui est venu après en 2001, qui montre que si on qui envisage le cas où on va exclure I quand on calcule la moyenne, donc ça résout un peu ce que j'évoquais juste au-dessus, mais on a montré aussi que si tous les groupes ont la même taille, alors à nouveau, on ne peut pas distinguer, on ne peut pas identifier séparément effets endogènes et contextuels. Il y a ensuite, papier de Lee de 2007, qui a été appliqué empiriquement par Boucher, puis un peu développé Boucher et Al 2014, donc qui utilise le exclusive averaging avec des groupes de tailles différentes et avec des tailles suffisamment différentes. Il faut au moins des groupes de 3 tailles différentes. Et il montre aussi que ça permet l'identification et que l'identification sera d'autant plus fiable que les groupes sont de petite taille. Alors, je ne prends pas le temps de vous montrer la distribution de taille de nos groupes, mais vous voyez bien que nos grappes, c'est 20 logements, et on prend uniquement les chômeurs, donc on a vraiment des groupes, des voisinages de petite taille, et il y a suffisamment de variabilité en termes de taille. Alors, pour estimer ça, donc on pourrait estimer soit en variable instrumentale, soit en maximum likelihood. On utilise une méthode de maximum likelihood et on estime ça avec des packages R récents, donc proposés par Boucher et Undetunga. Alors, je passe maintenant aux résultats. Alors, résultats principaux. Donc, ce que vous avez ici dans ce tableau, donc chaque colonne correspond à une estimation différente. Et je vous montre donc les coefficients estimés pour les variables d'intérêt. Il y a des variables de contrôle, là, je les ai mentionnées avant. Donc, pour ce qui est des effets endogènes, d'abord. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'on a des coefficients positifs et significatifs, ce qui veut dire que le comportement moyen, l'intensité moyenne de recherche d'emploi des voisins affecte significativement l'intensité de recherche d'emploi des individus. C'est vrai pour chacun des canaux de recherche que l'on considère pris séparément, et ça se retrouve donc quand on regarde l'intensité de recherche
d'emploi total. On est sur des variables qui n'ont pas des amplitudes différentes, hein, des ranges qui sont différents. Donc, je vais regarder ce qui se passe après en termes d'amplitude. Je préfère ne pas commenter ici sur la valeur des coefficients eux-mêmes. Quand je passe ensuite aux effets de groupe, c'est-à-dire l'influence sur les comportements de la composition sociale des voisins non chômeurs, on constate que la part des individus en emploi dans le quartier influence l'intensité de recherche d'emploi via les réseaux et l'intensité de recherche d'emploi totale. Et par contre, pour ceux qui sont en emploi, ceux qui sont dans les PCS employés, donc le taux de voisins dans les PCS employés et ouvriers, diminue significativement l'intensité de recherche d'emploi via les réseaux, via les méthodes actives et directes, et donc aussi l'intensité de recherche d'emploi totale. Quand on regarde de l'autre côté l'effet de la part de cadres dans le quartier, on constate qu'on a des coefficients positifs, mais avec des coefficients non significatifs. En revanche, pour le canal recherche d'emploi via les réseaux, on a effectivement une influence positive significative du taux de cadre dans le quartier. Enfin, pour les effets contextuels, donc je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, on est sur des très petits nombres, on calcule la part des individus, donc ici employés ouvriers, parmi les voisins chômeurs, donc on les met parce que formellement on doit les mettre. On a aussi des effets estimés qui sont tout à fait cohérents avec ce qu'on trouve de l'autre côté pour ce qui se passe pour les voisins non chômeurs. Et puis c'est significatif et ça nous dit que plus la part des employés ouvriers dans les voisins chômeurs est élevée, donc dans leur emploi précédent, plus ça diminue l'intensité de recherche d'emploi des individus, sauf via les organisations. Alors, si je compare, je vais passer, plutôt aux effets estimés, aux amplitudes, pardon. On fait des calculs de coins de table à partir des coefficients estimés de la moyenne des différentes variables dépendantes que l'on considère, on a aussi leur écart type, et on calcule quel est l'effet sur l'intensité de recherche d'emploi en pourcentage par rapport à l'intensité de recherche d'emploi moyenne, donc les moyennes qu'on a ici sur la première ligne, comment cette intensité de recherche d'emploi varie pour une augmentation d'un écart type dans les variables explicatives. Donc, si je prends d'abord les effets endogènes, donc une augmentation d'un écart type de l'intensité de recherche d'emploi moyenne des voisins augmente, je vais commencer par l'effet le plus fort, l'intensité de recherche d'emploi via les réseaux de près de 6% par rapport à la valeur moyenne. C'est plus faible pour les modalités de recherche actives, c'est plus élevé pour la recherche via les organisations, et donc on a un effet moyen un peu sur l'intensité de recherche d'emploi total. Ensuite, pour ce qui est des effets de groupe, donc l'effet de la composition sociale des voisins non chômeurs, on constate un effet de la part des individus en emploi qui affecte l'intensité de recherche d'emploi via les réseaux et totale. Donc, on a là des effets plus faibles, puisque c'est une augmentation d'un écart type. Je vais donner juste un exemple. De la part des voisins en emploi, augmente la recherche d'emploi via les réseaux de 1%. Tous ces coefficients-là, c'est plus ou moins autour de 1%, soit en positif, soit en négatif. Donc, je regarde à nouveau l'heure. Je ne vais pas passer plus de temps sur les amplitudes, mais à retenir, on a des effets endogènes très significatifs et avec des amplitudes qui sont pas, ça ne change pas de façon drastique le comportement de recherche d'emploi des individus, mais on a quand même des effets notables, surtout pour la recherche via les réseaux. Pour ce qui est de la recherche via les organisations, un petit mot ici, donc effectivement, ça n'est pas affecté par la composition sociale du voisinage, c'est un peu affecté par les effets endogènes. Et l'idée, l'interprétation de ça, c'est que la recherche via les organisations, donc c'est entre autres les rendez-vous à Pôle emploi, donc c'est un peu le minimum de la recherche d'emploi, ce que les individus sont plus ou moins obligés peut-être ou censés faire. Donc ça varie peu en fait en fonction du comportement des voisins. Contrairement à la recherche via les réseaux, où on peut se dire que là, c'est quelque chose qui est affecté par définition par les relations, les interactions sociales,
Alors, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, donc j'en profite ici. Quand on parle de recherche via les réseaux, ça ne veut pas dire qu'on cherche via le réseau de voisinage, hein. C'est n'importe quel réseau, la famille, etc., qui peut être à l'autre bout de la ville ou à l'autre bout de la France. Mais malgré tout, ce n'est pas aberrant non plus que ce soit ce canal-là qui soit le plus affecté par la composition sociale du voisinage. Donc, petit résumé de là où j'en suis. On a un impact des effets de voisinage, surtout sur la recherche via les réseaux. C'est quelque chose d'assez fort, et on a beaucoup plus d'effets endogènes que d'effets de groupe. Donc, c'est plus le comportement des voisins que leurs caractéristiques qui affectent les comportements. Alors, donc ce que je disais, hein, on a des effets, des amplitudes qui ne sont pas forcément drastiques, hein. Mais pour savoir un petit peu ce que ça veut dire, on compare à l'effet des caractéristiques individuelles, les coefficients que je vous montrais tout au début. Et donc, la comparaison des amplitudes nous permet de dire, pour ce qui est donc sur la recherche via les réseaux, hein, qui est un des comportements où on voit le plus de choses, l'effet endogène, donc c'est-à-dire l'augmentation dans la recherche d'emploi moyenne des voisins. Donc, si cette recherche d'emploi moyenne augmente de 50%, ça a le même effet sur le comportement de l'individu que s'il passe d'une PCS employé-ouvrier à une PCS profession intermédiaire, hein. En termes d'effet sur la recherche d'emploi, c'est quelque chose de comparable. Pour ce qui est des effets de groupe, si on augmente la part des individus en emploi d'un tiers ou si on double la part des PCS cadres parmi les voisins, c'est la même chose sur le comportement de recherche d'emploi de l'individu que de passer d'une catégorie d'une nationalité étrangère à nationalité française. Et si on double cette fois-ci le taux d'emploi des voisins, c'est la même chose que de passer d'une PCS employé-ouvrier à une PCS intermédiaire. Voilà, donc c'est juste pour savoir un petit peu ce qui se cache, comment comprendre les amplitudes qu'on présentait avant. Alors, j'en viens maintenant au test de robustesse, hein. Voilà, nos résultats principaux sont ceux-ci. Évidemment, on a envie de savoir si vraiment on a des hypothèses, et on a choisi évidemment notre méthode d'identification du mieux possible. On a aussi des tests de robustesse pour vérifier que par ailleurs, ça semble effectivement des choses raisonnables. Alors, je commence par l'endogénéité de la localisation. Donc, je vous ai dit, l'hypothèse identifiante est qu'à l'intérieur des secteurs, la localisation dans une grappe spécifique est quelque chose d'aléatoire. Si c'est le cas, alors ça veut dire, et c'est ça qu'on cherche, hein, qu'il n'y a pas de corrélation entre les inobservables des individus de l'échantillon et les inobservables de leurs voisins, hein. Ils sont localisés aléatoirement à l'intérieur d'un secteur. Alors évidemment, par définition, on ne sait pas observer les inobservables. Ce qu'on peut faire, c'est un test indirect qui consiste à regarder cette corrélation sur les variables observables. Donc, on va regarder la corrélation entre les observables des individus et de leurs voisins dans les grappes une fois qu'on a introduit en fait les effets fixes secteurs, une fois qu'on a contrôlé pour la localisation dans un secteur donné. Ça va être un premier test. Le deuxième test est un peu spécifique à la situation française avec la part importante du logement social et le fait que le logement social est concentré dans l'espace. Donc, on peut imaginer qu'on a des immeubles qui sont des logements HLM dans le même secteur que des logements sur le parc privé. Ça peut avoir aussi un effet, hein, sur notre stratégie d'identification. Donc, on a un test là-dessus. Et dans le même ordre d'idée, est-ce que, au sein d'un secteur, si les grappes sont trop hétérogènes, est-ce que ça ne peut pas tirer nos résultats alors qu'en fait, il y a un peu du tri à l'intérieur du secteur? Donc, je vous présente ces résultats. Donc, d'abord, pour le premier test, donc, ce qu'on appelle le test sur le tri spatial. Donc, on fait des régressions qui permettent donc de regarder la corrélation entre les caractéristiques de l'individu et celles des voisins en contrôlant pour les secteurs, donc avec les effets fixes secteurs. Ces corrélations-là, c'est ce que vous avez dans la dernière colonne. Pour avoir un petit peu de force de démonstration, on fait la même chose en mettant les effets fixes seulement au niveau de la commune.
ou bien en ne mettant pas d'effet fixe du tout. Alors, si on ne met pas d'effet fixe du tout, ça veut dire qu'on regarde la corrélation entre les caractéristiques des individus et celles de leurs voisins, sans contrôler pour rien du tout. Et évidemment, on sait qu'il y a du tri spatial, on suppose que cette corrélation va être forte, et effectivement, on trouve, donc on regarde variable caractéristique par caractéristique, on trouve des corrélations assez fortes pour les niveaux de diplôme universitaire ou les niveaux de diplôme infra-bac, et également pour, donc on a une concentration dans l'espace des cadres, et aussi une concentration par nationalité. Bon, ça c'est la ségrégation résidentielle qu'on connaît très bien. Ensuite, on introduit, donc on contrôle par des effets fixes communes, et on va regarder ce qui reste comme corrélation en moyenne à l'intérieur des communes. Ça reste quand même, pour les variables les plus corrélées, on a des coefficients de corrélation encore au-dessus de 1. Et enfin, on inclut ces effets fixes secteurs, et donc on regarde la corrélation entre les caractéristiques des individus et leurs voisins au sein de la grappe à l'intérieur d'un secteur. Et on se rend compte que là, effectivement, surtout par rapport au début, mais même par rapport à ce qui se passe au niveau des communes à l'intérieur desquelles il reste du tri spatial, on a nettement réduit la corrélation entre l'individu et ses voisins. Bon, donc, ce qui nous amène à dire que ces effets fixes secteurs contrôlent effectivement pas mal de choses. Alors, le deuxième test consiste à dire, dans un secteur, si j'ai une grappe qui est 100% de logement social ou moitié de logement social, les individus qui sont localisés sont différents des individus qui sont localisés dans les autres grappes du secteur où on a du logement privé. Alors, ce qu'on a fait tout simplement pour ça, c'est que pour voir si ça affecte nos résultats, on a refait les estimations en enlevant toutes les grappes dès lors qu'il y a au moins un logement HLM. Donc, on conserve un échantillon dans lequel on a uniquement des grappes constituées à 100% de logements privés. Alors, en faisant ça, évidemment, on réduit la taille de l'échantillon. On perd 42% des observations à peu près. On perd aussi la partie de la population a priori la moins favorisée, donc on change aussi les caractéristiques, la qualité entre guillemets des chômeurs qu'on considère, on n'est plus sur le même échantillon. On retrouve malgré tout toujours des effets endogènes forts, toujours avec des niveaux de significativité élevés. On a toujours aussi un effet donc négatif significatif de la part des voisins parmi les non-chômeurs employés et ouvriers. Les autres effets de groupe disparaissent, mais bon, comme je le dis, on a moins d'hétérogénéité aussi dans les d'hétérogénéité dans les variables explicatives, dans ces effets de groupe. On a toujours les coefficients contextuels, donc l'effet des caractéristiques des voisins chômeurs, qui sont négatifs et significatifs. Enfin, dernier test de robustesse, c'est dans le même ordre d'idée. Donc là, on se dit, bon, les grappes où il y a du logement social ne sont pas les mêmes que les autres. L'idée maintenant, ça va être de dire qu'on peut avoir des secteurs avec des grappes quand même assez différentes les unes des autres. Si c'est le cas, cela suggère qu'il y a quand même un peu de tri spatial éventuellement au sein d'un secteur. Et donc pour se défaire de cette partie-là éventuellement qui pourrait biaiser les résultats, on enlève les secteurs les plus hétérogènes dans l'échantillon. Alors, la façon dont on les sélectionne, on considère la part de cadres dans les grappes et on regarde le coefficient de variation de cette part au sein des secteurs et on supprime tous les secteurs où ce coefficient de variation, on regarde la distribution des coefficients de variation, il y a un break dans la distribution à 1,5 et donc on se sépare des secteurs les plus hétérogènes pour se dire on reste sur des secteurs où les grappes sont comparables les unes aux autres, où il n'y a pas de tri spatial a priori. Donc, quand on fait ça, on retrouve toujours des effets endogènes forts. Donc, à nouveau, ici, on réduit l'échantillon moins que quand on supprime les grappes de logement HLM, avec du logement HLM. Mais on retrouve des effets endogènes similaires à ce qu'ils étaient avant. On retrouve surtout donc, pour la recherche via les réseaux et l'intensité de recherche totale, un effet significatif de la part des voisins en emploi et un effet négatif de la part des PCS employés et ouvriers chez les voisins. On a des modifications du côté de la recherche via les organisations, mais à nouveau, enfin
je suis obligée d'accélérer un peu, mais on trouve des interprétations qui sont relativement intuitives. Voilà, et ça me laisse, je pense, juste le temps pour présenter le dernier test de robustesse sur la question de la réflexion. Alors, j'ai essayé de présenter ça brièvement tout à l'heure, hein. La réflexion, c'est quelque chose qui se pose dans les modèles linéaires en la moyenne. Quand on écrit les équations, on voit bien ce qui se passe exactement quand on agrège ce qui se passe au niveau d'un groupe. Dans la littérature, il y a quelques papiers qui ont suggéré, il y a un papier très très récent, mais alors un peu plus sophistiqué, qui regarde ce qui se passe si on regarde d'autres moments de la distribution. Donc le choix qu'on a fait ici, c'est de prendre, au lieu de prendre le comportement moyen des voisins, on prend le comportement, l'intensité de recherche maximale d'un des voisins. Donc il y a un des voisins qui cherche beaucoup plus, enfin qui cherche plus intensément que les autres, et on va regarder si son intensité de recherche affecte le comportement de recherche d'emploi de l'individu. Donc l'intérêt, c'est qu'on sort des modèles linéaires en la moyenne et on évite donc le problème de la réflexion, ce qui fait d'ailleurs qu'on estime ça par des moindres carrés ordinaires, on n'a plus besoin de la méthode de Lie pour estimer ça. Et par ailleurs, en termes de mécanisme, l'idée, ça semble aussi intéressant de regarder ça, parce que l'idée, ça va être en termes d'effet de pair, ce qui va affecter l'individu, ce n'est pas le comportement moyen de ses voisins, c'est le comportement d'un individu qui sort un petit peu du lot, qui cherche plus que les autres. Donc on imagine que derrière, il peut y avoir des mécanismes en termes de role model, l'idée d'arriver à faire aussi bien que son voisin qui cherche beaucoup, voilà, des questions éventuellement de comparaison ou d'effet de rôle, d'effet de modèle. Alors quand on fait ça, on trouve ces coefficients-là. À nouveau, on a des choses similaires sur les effets endogènes pour la recherche d'emploi via les réseaux et pour l'intensité de recherche d'emploi totale. Pour la recherche d'emploi via les organisations, on a cette fois-ci un coefficient négatif significatif. Et au contraire, un effet positif significatif pour les effets... Alors non, pardon. Pour ce qui est des effets de groupe et des effets contextuels, il n'y a pas de raison qu'ils soient affectés, puisqu'ils prennent les mêmes valeurs que précédemment, on est sur le même échantillon, donc il n'y a que les modifications d'effets endogènes qui nous intéressent ici. Pour la recherche via les organisations, c'est finalement pas très étonnant qu'on ait une modification de coefficient, en tout cas on peut l'interpréter, hein, dans le sens où la recherche via les organisations, c'est les visites à Pôle emploi, etc. Il n'y a pas de raison pour que les mécanismes que j'évoquais avant, de role model, etc., affectent ces comportements-là. Hein. C'est un peu, je le disais tout à l'heure, le minimum de la recherche d'emploi, ça n'est pas affecté par un voisin qui aurait un comportement qui chercherait plus intensément. Donc à nouveau, on retrouve des coefficients qui ressemblent à ce qu'on avait avant, on comprend pourquoi ils peuvent se modifier éventuellement, d'où donc l'idée de dire que effectivement la méthode économétrique qu'on utilise, et qui est plutôt bien faite pour ça, permet effectivement l'identification séparée des effets endogènes et des effets contextuels. Voilà, donc j'en arrive à la conclusion. Donc au final, nous trouvons des effets endogènes positifs significatifs, plus importants pour la recherche d'emploi via les réseaux. Et l'idée, c'est qu'il y a effectivement des effets d'imitation des chômeurs entre eux, ou de la diffusion d'informations entre les chômeurs qui les amènent à modifier leur comportement de recherche d'emploi en fonction du comportement de recherche d'emploi de leurs voisins chômeurs. On a des effets de groupe, au sens où la part des voisins en emploi affecte effectivement les comportements de recherche, et donc les coefficients, les signes des coefficients qu'on trouve sont cohérents avec des interprétations en termes de pression sociale pour reprendre un emploi, ou bien de recommandations auprès d'employeurs, ou de diffusion d'informations sur les opportunités d'emploi. Évidemment, si les voisins sont en emploi, ça va être plus intéressant et ça va booster un peu la recherche d'emploi des individus, de même que la part des individus, en particulier dans les PCS cadres. Le canot le plus affecté, c'est celui de la recherche via les réseaux.
Et là, enfin, dont la littérature a montré que c'était le canal, la modalité de recherche d'emploi la plus efficace. Donc, c'est intéressant à 2 titres, ce résultat est intéressant à 2 titres. D'une part, c'est peut-être justement parce que c'est un moyen efficace que l'exemple des voisins qui cherchent de cette façon-là affecte plus le comportement de l'individu. Et par ailleurs, c'est intéressant pour des questions d'implication en termes de politique publique, donc c'est mon tout dernier point, parce qu'effectivement, si on a ces effets endogènes, ça veut dire qu'on pourrait s'en servir, alors ça marche peut-être déjà un peu, dans le sens où plus on améliore la recherche d'emploi d'un individu, plus ça va avoir un effet aussi pour ses voisins, parce que ce sont des comportements qui se diffusent dans les quartiers. Donc on pourrait imaginer des politiques, des ciblages d'ateliers, de recherche d'emploi, etc., sur des individus particuliers, peut-être dans un quartier, ou bien sur une fraction des individus, en disant que ça va ensuite booster la recherche d'emploi sur l'ensemble du quartier. Inversement, donc les effets de groupe que l'on estime sont moins importants, et ça suggère que les politiques de mixité sociale, pour affecter les comportements de recherche d'emploi, évidemment, ça a bien d'autres effets, ne sont peut-être pas le canal à privilégier. C'est pas en modifiant les caractéristiques des voisins, même si évidemment, plus il y a de voisins d'emploi, plus ça intensifie la recherche d'emploi des individus, plus ça les amène à faire des efforts dans ce domaine-là. Mais malgré tout, on a surtout ici des effets endogènes qui sont les plus forts dans nos résultats. Voilà, merci beaucoup. J'espère que je ne vous ai pas trop assommé avec tout ça. Voilà. Non, non, pas du tout, hein. Merci beaucoup pour cette présentation très riche et très claire. Donc maintenant, place aux questions ou commentaires. C'est la reprise, mais ne soyez pas timide. C'est ce que j'allais dire. Éventuellement, je peux poser la première question. Je suis pas certain qu'elle soit très pertinente ou très bonne, mais voilà, ce sera la première question. Euh, c'est juste pour revenir sur, donc c'est vraiment, je pense, un point de détail par rapport à l'ensemble des résultats, et puis ce sont les tests de robustesse qui ont été menées et qui viennent quand même conforter un peu l'analyse. C'est sur la mesure d'intensité de recherche d'emploi. Si j'ai bien compris, pour chaque composante, c'est la somme des oui de Oui. chaque question, et c'est la somme des oui de chacune. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait de manière commune à cette littérature, ou c'est un choix particulier, ou est-ce que, et derrière, en fait, la question que je veux en venir avec ma question, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt d'avoir un indicateur un peu composite, notamment pour prendre en compte un peu la fréquence des oui dans chacune des questions, des pondérés, enfin, je sais pas, affecter un poids dessus. Notamment, ça me fait penser aux résultats sur la composante organisation, là, où finalement il y a beaucoup de oui, tout le monde répond oui, puisque ouais, c'est pas une mesure d'intensité en tant que telle. En tout cas, beaucoup de personnes avaient l'air de répondre oui. Je sais plus combien était la moyenne. Enfin, Je peux il y avait moyenne revenir. écart type, si je me souviens, Je- c'est ce qui était assez différent des deux autres composantes, si je me Alors, souviens j'ai bien. juste un petit souci. Je vais quitter le mode plein écran parce que je n'ai plus accès à mes boutons de navigation. Je suppose, ben voilà, je t'empile dessus, sur la distribution des variables. Donc, alors, enfin bon, voilà, dans la distribution des variables qu'on a ici, donc par exemple, organisation, il y en a quand même 50% qui n'ont pas recours à ces modalités-là. Pôle emploi, donc il y a 3 questions, Pôle emploi, agence d'intérim et mission dans une agence d'intérim. Donc, il y a quand même, bon, voilà. Alors, la question porte sur ce qui a été fait au cours des 4 semaines qui précèdent l'enquête. Donc, j'allais dire, voilà, il y a 30% des individus, un tiers des individus qui ont une visite mensuelle à Pôle emploi. C'est peut-être, voilà, juste ça. Il y en a qui, voilà, on peut imaginer, un jeune qui cherche un emploi, qui répond à des annonces, etc., mais qui ne contacte pas d'agence d'intérim, par exemple. Mais je suis d'accord sur le fait qu'effectivement,
on pourrait pondérer, enfin les questions pourraient être effectivement, est-ce que c'est très discriminant ou pas? Donc je note ça parce que c'est intéressant. Alors par rapport à ce qui se fait dans la littérature, en fait dans la littérature souvent, enfin pour ce qu'on a vu en tout cas, ce qui est étudié c'est plutôt les canaux, existence de tel ou tel canal, sans mesure de l'intensité, ou bien l'intensité en termes de temps passé. Mais là, on va avoir moins de richesse du côté des méthodes de recherche. Alors là, évidemment, l'idéal serait d'avoir quelque chose d'un peu plus quantitatif, en fait, hein, derrière chacune des réponses. Bon, malheureusement, on ne l'a pas. Donc c'est pour ça que je disais, on a une proxy, on est déjà très heureuse d'avoir ces données-là dans les enquêtes d'emploi avec les quartiers, les 2 niveaux de quartier, etc. Et puis un petit peu quand même de qualitatif sur les méthodes de recherche. Donc voilà, c'est un peu la limite, mais effectivement, on a, oui, on aimerait bien, on a réfléchi, mais on n'a pas eu cette idée, par exemple, de pondérer les différentes questions. On pourrait aussi, ça pourrait être un test de robustesse, hein, on pondère, Oui, tout à fait. on pondère de façon pertinente ou pas forcément pertinente, et on regarde ce que ça donne. Oui, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en aurais une aussi, mais je voulais la garder, enfin laisser du temps, mais bon, c'est pas très grave. C'est par rapport, bah, justement, c'est sur la conclusion, donc on est sur le slide, sur les implications en termes de politique publique. Euh, ce que je trouve intéressant dans la proposition par rapport à essayer de tirer parti de ces effets endogènes, quand on regarde en fait une autre partie de la littérature qui regarde les effets notamment identifiés via expérience contrôlée des politiques actives sur le marché de l'emploi et en lien avec les effets, des effets d'interaction. Donc je pense notamment au papier du Flo, Zamora, Raclo, qui a déjà peut-être une dizaine d'années. Euh, ce qui montrait, c'est qu'il y avait des effets aussi en termes de concurrence des individus sur les marchés locaux de l'emploi. Donc, quand on en a des un, finalement, bah, ça améliorait on va dire son résultat en termes de recherche d'emploi, mais pas nécessairement, mais un peu au détriment d'autres individus, d'autres chercheurs d'emploi sur le marché de l'emploi. Ce qui faisait que le dispositif était un peu quasiment à somme nulle, en fait, les deux effets se compensaient. Est-ce qu'on serait dans ce cas-là avec les effets endogènes ou parce qu'on bouge pas enfin, c'est un peu ça ma question. Est-ce que ça Oui, 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 très améliorerait les bien. choses ou pas? Quand on augmente en fait l'aide des individus, au final, c'est juste une réallocation. Oui, c'est juste. C'est quelque chose, j'avoue, une chose à laquelle on n'a pas pensé. En tout cas, on n'est pas allé jusque-là. J'ai pas connaissance, enfin, j'ai pas en tête hein, les résultats particuliers du papier que tu cites. Donc effectivement, oui, puisqu'en plus, ce sont des individus localisés dans le même quartier, on peut se dire que s'ils vont répondre aux mêmes annonces, faire les mêmes démarches, ça va peut-être réduire un peu l'amplitude de l'effet qu'on trouve en termes de retour à l'emploi, hein. Donc effectivement, oui, ça c'est une limite. Merci. C'est c'est dommage que Julie ait pas pu être là au séminaire. Je pense qu'elle aurait été intéressée par la question sur les effets endogènes, enfin, la capacité de décomposer, on va dire, de distinguer les deux effets. Oui, et Euh, par ailleurs, j'ai pas pris le temps enfin, j'ai pas eu le temps d'en dire plus, mais ce qu'on estime, les modèles qu'on estime, en fait, c'est basé sur les méthodes d'estimation des modèles spatiaux autorégressifs. Ça revient à ça, en fait, hein. On va chercher les voisins des voisins, etc. Enfin, nous c'est pas ça, enfin, c'est pas les voisins des voisins des voisins, mais en termes de méthode, ce sont des choses similaires qui sont utilisées.
Et pour rebondir sur ça, est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité d'exploiter des réformes en termes de politique d'assurance chômage ou en gros en se disant peut-être qu'on peut avoir des chocs sur des individus particuliers au sein des quartiers qui n'influencent pas directement et qui vont influencer leur comportement de recherche, peut-être en termes d'intensité. Ils vont perdre, je sais pas, une partie de leur allocation chômage, des choses comme ça, sans affecter en fait directement le résultat d'un individu donné. Donc ça permettrait peut-être de casser ça. Je sais pas s'il y a eu des choses dans ces dernières années sur ce type-là, Oui, c'est intéressant aussi, merci, hein. ça. Alors, je ne sais pas sur notre période 2014-2019, il Ouais, faudrait qu'on regarde. Alors, oui, 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 non, non, ça peut être intéressant aussi, hein, ça permettrait d'avoir une variation exogène dans l'intensité de recherche, selon un canal particulier, peut-être aussi, hein. Euh, il nous reste quand même un peu de temps pour une question ou deux. Je suis sûr qu'il y aurait une question, mais il est trop timide. Bon, en tout cas, merci à tous pour votre participation. Encore une fois, merci Florence pour ta présentation. Et puis, on se retrouve prochain séminaire. Je dois l'avoir derrière ma tête. C'est au mois de décembre. J'ai plus la C'est date le en 11 tête. 11 décembre. décembre, merci Sophie. Alors, attention, ça Euh, ne sera pas un jeudi. Regardez ah en oui, plus, c'est un attention, ce ne sera pas un lundi. jeudi exceptionnellement, puisque Manon, que je dis bon voilà, et donc ce sera à 13h30 par contre, ce sera le nouvel horaire euh, pour ce séminaire. Merci à tous pour votre participation et puis à bientôt. Bien, merci beaucoup. Donc, on en parlait tout à l'heure. Je ne sais pas si je mettrai le papier sur le site ou je vous l'enverrai. Enfin, si quelqu'un veut le papier, il y a un papier qui est disponible. Et je serais ravie d'avoir d'autres questions Bien par sûr. mail, hein, si d'autres questions vous viennent plus tard par mail, ce sera très bien. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Je quitte le partage. Voilà. Merci encore pour l'invitation.